Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo concernant la présentation du milieu physique et naturel dans le cadre de l'analyse contextuelle du schéma de développement communal de la commune de Timistère-Clermont. Alors tout d'abord, on commence souvent la présentation du milieu physique par rapport à la géologie qui est le socle, vraiment le socle de base du territoire communal. Et donc on y distingue sur Timistère-Clermont quatre grandes formations géologiques, notamment le groupe du Houillet qui est fortement présent, près de 50% de la superficie du territoire, au nord-ouest, au sud. Et c'est un groupe assez connu, hein, le houiller, la houille, qui était fortement utilisé pour la production notamment de houille. Nous avons également la formation de Vals, qui est une formation dont les roches sont composées de sable et d'argile, euh, typiquement connues sous le nom de smectite de Herve. Ces argiles, ce sont des argiles qui peuvent gonfler et occasionner des mouvements de terrain. On verra qu'elles peuvent être combinées à une autre formation qui est la formation de Haken, qui sont deux formations propices à des mouvements en glissement de terrain et qui peuvent provoquer des dégâts notamment aux habitations et au terrain. Donc cette formation, on voit qu'elle occupe vraiment une espèce de croissant partant du nord-est du territoire communal vers le sud et remontant un peu vers le nord-ouest. Alors la formation de Gulpen, qui est formée, elle, de craie et d'argile, de craie, qui dit craie dit carbonate, c'est une formation dans laquelle on peut avoir de l'activité karstique, donc des activités liées à la dissolution des calcaires et donc qui peuvent mener à des effondrements. Et donc cette formation, pareil, elle suit un peu cette idée de croissant. Elle part vraiment de la limite du territoire communal à l'est, elle se redirige un peu vers le sud et puis remonte un peu vers le nord à l'ouest. C'est également le cas pour la formation de Haken, qui est la formation ici en vert pomme que l'on voit, qui englobe, on va dire, la formation de Vals et la formation de Gulpen. Et donc cette formation de Haken est formée de sable, de schiste et de grès. Et c'est une formation où on peut trouver les glissements de terrain les plus importants. Et elle peut se combiner avec celle de Vals. Donc souvent ce qui se passe, c'est que les argiles peuvent former des lentilles dans les sables d'Haken. Les argiles de Vals, en gonflant, se chargent d'eau et en gonflant peuvent occasionner des mouvements des sables qui sont par nature beaucoup moins stables. Alors, on parlait des contraintes géologiques. Ben voilà, une contrainte, c'est les contraintes karstiques, hein, qui se trouvent fatalement où on avait parlé de la formation de Gulpen, où on retrouve de la craie, donc des carbonates, dissolution du calcaire et formation de sites karstiques, notamment à l'est du territoire, le long de la N3, vraiment à la limite vraiment communale. Et puis, on a aussi quelques autres zones, notamment une zone où on observe des contraintes karstiques. Alors, qu'est-ce que sont les contraintes karstiques? C'est des zones où il y a encore une activité karstique actuelle, donc le sol continue de s'effondrer. Et cette zone, on la retrouve entre Timistère et Clermont, une vaste zone de contraintes fortes. Donc c'est fatalement des zones où il va falloir être très prudent en termes de construction. Sur ces zones, les contraintes à l'urbanisation peuvent être importantes. Donc souvent, on recommande de ne pas y construire ou quand on est en zone de contraintes moyennes, voire faibles, là, on se prémunit d'une étude géotechnique qui nous permet de nous assurer que les constructions peuvent bien s'y faire. Ensuite, voilà, pour terminer un peu avec les contraintes géologiques, mais le radon, qui est un gaz radioactif qui peut se trouver dans certaines roches, surtout dans la partie ardennaise du pays. Donc ici, on est vraiment sur une classe avec très très peu de risques, hein, dans le moins de risques en Belgique, donc on va pas s'éterniser là-dessus. Et au niveau des, des risques sismiques, mais on est dans la zone à l'est de la Belgique, qui est comme une partie du NO, une des zones où les risques sont plus importants. On reste en Belgique, évidemment, on n'est pas au Japon ou au Chili, avec des risques très très forts. Ici en Belgique, les risques sont relativement peu significatifs. Alors, en termes de risques liés à d'anciennes industries, des mines, l'industrie extractive, donc c'est des zones qu'on appelle, nous, dans le jargon plus technique, les zones DRIGM. Donc la DRIGM, c'est la direction des risques industriels, géologiques et miniers. Et donc quand on se trouve dans ces zones qui sont mentionnées sur cette carte, ces périmètres, on doit nécessairement consulter la DRIGM avant chaque projet. Et donc, on voit ici apparaître les zones de contrainte karstiques parce qu'ils les reprennent également. Mais ce qui nous intéresse ici, surtout, c'est les zones liées aux anciennes exploitations de mines. Et donc, on se retrouve avec des puits de mines, des galeries, des, euh, des infrastructures qui peuvent avoir affaibli grandement la portance du sol et qui peuvent représenter des risques également d'effondrement. Et donc ça, on retrouve cette zone évidemment particulièrement au niveau de la minerie. On a une vaste zone de présence d'anciens puits de mine et la cartographie nous précise d'ailleurs exactement, enfin exactement avec un certain degré de précision, mais nous permet de situer quand même des zones où on peut retrouver encore des puits de mine. Et donc dans ces zones-là, il va falloir être particulièrement vigilant à ces contraintes également.
Donc le milieu physique, ce n'est pas que de la géologie, on a encore plein d'autres aspects, la gestion des eaux, la pédologie, le relief, on va les présenter brièvement à la suite. Et donc ici, par rapport à l'hydrogéologie, donc l'hydrogéologie, c'est l'étude des mappes d'eau hein, qui sont dans le sous-sol, des masses d'eau souterraines et des captages. Donc on est sur une seule map d'eau, sous une seule grande masse d'eau souterraine, qui s'appelle Crétacé du Pays de Herve, donc dans les crêts. C'est un réservoir qui peut être intéressant, les crêts. Mais ici, d'un point de vue régional, l'importance est moindre. On sait que c'est une masse d'eau qui peut être vulnérable parce que fatalement créée calcaire. Calcaire signifie peut-être fracture ou zone de pénétration d'eau préférentielle, percolation rapide. Et donc, il peut amener rapidement des pollutions dans ces mappes d'eau. Alors, sur la fiche de présentation des maps d'eau, on nous signale également que l'agriculture et l'élevage sont les menaces principales ici au niveau de Timistère et que l'état de cette nappe d'eau n'est pas terrible, notamment du fait des nitrates qui provient surtout des engrais, mais aussi des problèmes liés à l'épuration des eaux. Alors en termes de captage, bon, on se retrouve dans une zone avec pas mal de captages, mais pas forcément des captages stratégiques, hein, gérés pour la production d'eau potable. Ici, on est dans des captages plutôt destinés à des activités privées, horticulture, agriculture, des puits pour la production d'eau sanitaire. Donc on est vraiment dans un usage plutôt local et privatif, et on n'est pas dans des zones de production collective. D'ailleurs, il n'y a pas de zone de prévention associée à un quelconque captage ici. Alors, en termes d'hydrographie, donc on voit que la structure hydrographique est relativement dense hein, sur le territoire, qui n'est pas en reste. Donc, il y a une ligne qui sépare le territoire. Cette ligne monte du sud-ouest un peu au nord-est, mais on la voit, hein, elle est décrite euh, un peu au-dessus de l'autoroute, en fait, l'autoroute qui traverse le territoire. Et donc, en fait, cette ligne est une ligne de partage des eaux, c'est une ligne de crête. On s'aperçoit que quelques cours d'eau sont liés. Donc, cette ligne de crête sépare en fait le bassin de la Vesdre du bassin de la Meuse. Donc la Meuse plutôt partie nord et la Vesdre, on va dire le cinquième du territoire, vraiment au sud, avec le zoning des plaines qu'on voit sur la carte. Donc vraiment au sud de cet axe routier, là on a vraiment tout ce qui est lié plutôt, tous les cours d'eau qui sont liés au bassin de la Vesdre. Et donc pour ceux du sud, pour ceux pardon, de la Meuse au nord, on retrouve la Berwine et le ruisseau de Bève, qui en termes de catégorie de ruisseaux sont les catégories les plus importantes. Donc c'est dans l'Atlas des ruisseaux, les ruisseaux mentionnés comme les plus importants, le Bève et la Berwine. Maintenant, on a d'autres ruisseaux qui viennent se alimenter ces ruisseaux-là, notamment le ruisseau de Craoué-la Trappe, qui est un ruisseau qui draine aussi une partie relativement importante du territoire communal. Donc on a vraiment ces trois ruisseaux principaux dans la partie nord, avec le ruisseau de Bève et la Berwine qui sont les principaux. Le ruisseau de Bève qui se jette en fait également dans la Berwine tout au nord du territoire communal. Et donc on voit sur cette carte également représenté, en dehors de ces ruisseaux plus structurants, on a plein de petits ruisseaux qui sont deux catégories plus faibles, troisième catégorie, et des cours d'eau non classés, donc c'est encore un peu plus petit. On voit qu'au plus on avance dans les ramifications qui convergent, bah, au plus on augmente de catégorie. C'est logique, la catégorie correspond à la taille du bassin versant qui va être drainé par le ruisseau en question. Et dans la partie vest, ben, on retrouve surtout le ruisseau de Quareux. Alors, il n'y a pas de cours d'eau navigable, hein, comme vous le pressentez, ça reste des cours d'eau de taille relativement faible. Et alors, au niveau des contrats-rivières, un contrat-rivière, c'est un organisme qui, on va dire, pratique des actions qui participe à la gestion active des cours d'eau avec des actions ciblées, notamment sur la qualité des eaux, sur les déchets, etc. Donc ça, c'est un organisme assez important, même pour la lutte contre les inondations. Donc ils sont vus attribuer ce genre de mission depuis les inondations qu'on a connues en Belgique. Ben, le contrat rivière peut également être actif et proposer des solutions à ce niveau-là. Donc ça, c'est un outil intéressant, une structure intéressante. Donc ici, la commune fait partie du contrat rivière Meuse-Aval, mais par contre, elle ne fait pas partie du contrat lié au bassin versant de la Vestre. Oui, donc j'ai oublié de le dire, chaque contrat rivière est lié à un bassin versant. Alors, en termes d'aléas d'inondation et ruissellement, donc on voit ici que effectivement il y a des aléas d'inondation, aléas faibles, donc ils sont pris en jaune sur la carte, donc principalement faibles, qui bordent l'ensemble du réseau hydrographique. Donc on n'a pas de zone de débordement, on va dire, vraiment significative au niveau du territoire quand on compare à d'autres communes traversées par l'Ourthe, par l'Amblève. Voilà, c'est des communes qui peuvent être beaucoup plus vulnérables avec des zones d'aléas élevées qui peuvent être très larges. Donc ici, on est dans un territoire où la problématique n'est pas vraiment, on va dire, présente.
Évidemment, il y a plein d'axes de ruissellement, donc c'est des axes, des écoulements préférentiels du ruissellement des eaux, des axes d'écoulement préférentiels, mais on l'a pas reprise dans cette cartographie parce que ces axes, vous en retrouvez tous les 500 mètres sur le territoire communal. Ça ferait une cartographie très lourde et peu pertinente, mais évidemment, le territoire n'est pas en reste à ce niveau-là. Il y a des axes de ruissellement à plusieurs endroits au niveau du territoire communal, mais on ne va pas le détailler ici à l'échelle communale. Alors, il faut savoir qu'au niveau des inondations, depuis 2021, les inondations ont incité le gouvernement à prendre certaines mesures, notamment la production d'une circulaire qui réglemente fortement les constructions dans les différents types de zones inondables, aléas faibles, moyens, élevés, mais aussi au niveau des axes de ruissellement. Donc il y a toutes des dispositions qui précisent les démarches à réaliser, ce qu'on peut faire ou ne pas faire dans ces zones-là. Et au niveau de la zone de Timistère, on va dire, il y a également un schéma qui a été réalisé dans la foulée des inondations qui s'appelle le schéma, on va dire en raccourci, schéma Vesdre. C'est un schéma qui vise, il porte sur l'ensemble du bassin de la Verse, donc on comprend vite que la partie de Timistère qui n'est pas reprise dans le bassin versant de la Vesdre va être moins concernée. Donc l'idée, c'est d'avoir une vue d'ensemble sur le bassin de la Vesdre autant au niveau de la Vesdre, mais autant également sur les plateaux qui, lors de grandes pluies, peuvent contribuer évidemment fortement à alimenter les débits d'eau importants qu'on peut retrouver sur la Vesdre. Donc c'est une logique transversale, on va dire. Et le schéma Vesdre peut proposer également des mesures, des objectifs, des enjeux, des bonnes mesures de gestion des eaux à certains endroits. Le schéma Vesdre détermine également des périmètres de vigilance urbanistique dans lesquels on va être beaucoup plus précautionneux à ce niveau-là pour, euh, pour déclarer constructibles ou non des zones. Donc ça, effectivement, c'est un outil important, un outil qu'on utilisera, on y fera référence également dans le schéma de développement communal. Alors, au niveau des axes de ruissellement, on n'en parle pas ici, mais effectivement, on ne les voit pas. Il y en a beaucoup sur le territoire. On ne les voit pas ici à cette échelle communale, mais ils sont évidemment nombreux. Et c'est important de noter que chaque fois qu'on se trouve sur un axe de ruissellement, il y a une demande, quand il y a une demande de permis à proximité d'un axe de ruissellement, on doit consulter cette carte pour vraiment pouvoir localiser cet axe et voir si le projet, à quelle distance il se situe. Le cas échéant, s'il se situe proche de cet axe, il conviendra de consulter la cellule Giser et ils sont assez exigeants. Dans certains cas, la construction ne peut pas se faire ou alors il faut vraiment mettre en place des dispositifs qui peuvent être conséquents pour garantir le fonctionnement de ce genre d'axe de ruissellement. Encore un autre point important au niveau de l'hydrographie, bien, c'est l'état des masses d'eau et les points noirs sur le réseau. Donc, au niveau de la qualité de la masse d'eau, global, ici, on va dire que la qualité biologique est qualifiée comme moyenne, hein, c'est les indicateurs biologiques, le taux de macro-invertébrés qu'on retrouve dans l'eau, donc c'est moyen. En termes physico-chimiques, on se retrouve également comme qualité moyenne avec des paramètres déclassants comme les phosphates, nitrites et nitrates. Et au niveau de la qualité hydromorphologique, donc là on parle du tracé naturel d'un cours d'eau, on la considère comme bonne. Donc on a des cours d'eau qui sont peu artificialisés, c'est une bonne chose. Néanmoins, en termes de rejet, c'est pas terrible. Euh, la qualité chimique est considérée comme pas bonne si on considère vraiment que le paramètre chimique parce qu'il y a la présence de PBT, donc c'est des substances persistantes bioaccumulatives toxiques dans l'environnement. Et donc ça concerne en fait la plupart des cours d'eau en Wallonie. Donc c'est une question assez préoccupante, ces petits polluants qui sont persistants et qui restent au niveau de, de l'environnement. Les PFAS en font partie, mais ils n'ont pas encore été évalués. Mais c'est très probable qu'ils soient présents également dans les cours d'eau. Même si les PFAS, on est surtout vigilant actuellement par rapport à leur présence dans les nappes d'eau et notamment dans les eaux de distribution publique. Donc là, effectivement, comme vous le savez, au niveau de l'actualité, il y a beaucoup d'investigations à ce niveau-là. Pas vraiment au niveau du territoire de Timistère, mais au niveau des principaux réservoirs de production d'eau potable en Belgique. Donc, ce que vous voyez sur la carte, c'est également le relevé des points noirs. Donc, on voit également que le réseau hydrographique est concerné par de nombreux points noirs. Vous n'en voyez pas dans la partie Vestre, tout au sud du territoire. C'est normal, c'est parce que les points noirs nous sont donnés par le contrat rivière. C'est eux qui participent à l'inventaire de ces fameux points noirs. Et donc, on n'en a pas sur la Vestre tout simplement parce qu'ils n'ont pas été inventoriés. Par contre, on voit dans la partie Meuse que beaucoup de points noirs concernent notamment les plantes invasives, les déchets et les rejets. Ok, donc c'est les points noirs qui sont évidemment majoritaires. On reparlera des plantes invasives dans la partie qui concerne plutôt le milieu naturel. Alors en termes de pédologie, euh, qui est évidemment liée à la géologie, au travail de l'eau, de l'érosion des eaux sur ce socle géologique qui va provoquer la génération de sols. Et donc on retrouve grosso modo deux grands types de sols. Les sols, c'est toujours des sols limoneux. Donc il y a des sols limoneux purs et des sols limoneux caillouteux.
Alors, ces sols limonocalceux peuvent avoir des charges dans certains types de minéraux. Et les sols limoneux peuvent être également d'un drainage qui peut aller de favorable. Donc, c'est un drainage, c'est-à-dire la capacité que le sol a à absorber l'eau. Ces sols peuvent être de favorable à très pauvre, en fonction d'où on se situe. Donc, la carte permet d'avoir cette vision-là au niveau des sols. C'est notamment utile quand on parle de projets d'urbanisation et qu'on se trouve sur des sols à peu de drainage. C'est intéressant de savoir le drainage, parce que si on se trouve sur des sols à un drainage, avec un drainage faible, ben ça peut conditionner de manière assez importante un projet en termes d'aménagement de gestion des eaux. Ok. Donc c'est une donnée également importante. On voit également ici que ben, on a quand même beaucoup de drainage de modéré imparfait à favorable, hein. C'est les tons beige, plutôt beige clair, et au plus on arrive vers le foncé, au plus on arrive vers des drainages moins bons. Donc on voit que la commune a quand même relativement des bons drainages, même si on peut se retrouver ponctuellement et relativement souvent également avec des problèmes de drainage dans les sols, on va dire, plus foncés sur la carte. Alors, c'est des sols limoneux. Grosso modo, c'est un bon équilibre entre un sol argileux et sablonneux. C'est un sol qui a une composante assez équilibrée en termes de texture, pardon. Donc, c'est des sols qui peuvent typiquement être présenter un bon rapport entre drainer l'eau, mais en garder suffisamment pour alimenter les végétaux. Et même chose en termes des nutriments, qui conservent très bien les nutriments, mais pas de manière trop importante que pour les garder. Donc c'est aussi un sol qui va pouvoir les libérer facilement, les garder et les libérer. Donc c'est un compromis en termes de sol qui est intéressant, les sols limoneux. Maintenant ici, sur Timistère Clermont, ben, il y a une charge caillouteuse potentiellement importante, des drainages qui sont potentiellement peu satisfaisants. Et donc, fatalement, en termes d'agriculture, ben, ça peut avoir un impact plutôt négatif. Ou alors, négatif pour des grandes cultures, mais par contre, positif si on veut plutôt en faire de l'occupation de type prairial. Ce sont des sols qui seront, on va dire, plus adaptés à ce genre d'occupation. Concernant le relief, hein, terme thématique, on va dire final qui clôture ici le milieu physique, bah, le pays de Herve, c'est un pays en haut plateau, on le sait, c'est dans les hauts plateaux de l'est de la Belgique, pas aussi haut évidemment que les Hauts-de-Fagne, mais on est quand même déjà dans la Belgique un peu plus haute, à altitude 170 à 347,5 mètres, pardon. Alors, ok, on parle de plateau, mais on voit qu'en fait, c'est un plateau, mais c'est aussi un plateau pas plat, parce qu'en fait, c'est comme au niveau du pays de Herve globalement, on a cette sensation de succession de petites collines et de relief marqué. En effet, il est marqué par l'ensemble des cours d'eau, par l'érosion, etc. Donc, on a vraiment un plateau, oui, mais un plateau qui est, qui présente pas mal de petites collines. Et alors, évidemment, on a cette crête hein, qui est importante et qui sillonne le territoire d'ouest en est, qui suit donc au-dessus de l'E40, hein, qui suit plutôt l'axe de la Nationale 3. Et donc on a cette crête qui structure aussi fortement le relief communal. Et on voit également les marques plus foncées ici qui se trouvent au niveau des vallées, hein, notamment la Berwyn qui structure, qui marque fort le relief tout au nord du territoire, mais aussi les ruisseaux de Craoué, la Trappe et de Bève on voit qu'ils peuvent entailler quand même de manière assez forte le territoire communal. Alors en termes de synthèse, on voit que les éléments qui construiront surtout la structure territoriale ben, au niveau des potentialités à mobiliser, on voit que le réseau hydrographique dense est important, il est bien présent et il permet de drainer l'ensemble du territoire. Donc c'est fondamental en termes de milieu physique, la présence d'un réseau hydrographique fonctionnel. C'est aussi un réseau qui va évidemment favoriser l'installation d'une structure écologique parce que dans ces zones plutôt destinées aux rivières, ben, on retrouve souvent des pentes importantes, l'accès est moins facile et c'est souvent là où on a une structure écologique, enfin on va dire des habitats écologiques plus développés et plus préservés. Voilà, ben, ce réseau hydrographique, c'est également évidemment une opportunité pour le développement d'un cadre de vie agréable, paysage et biodiversité. Au niveau du relief, il est marqué et il offre vraiment cette variation et cette présence de points de vue qui permettent de porter tantôt loin, des vues prolongées, tantôt courtes quand on est dans une vallée. Et donc on a vraiment un rythme au niveau du paysage communal, donc c'est quelque chose d'intéressant à valoriser. Au niveau des contraintes, par contre, évidemment, il y en a. C'est qu'on est sur des formations carbonatées, donc il y a le risque de contraintes karstiques. Donc au niveau de la construction, ça peut être un souci. On a également de nombreuses zones à risque de glissement, d'ailleurs des zones avec des glissements avérés, donc il faudra tenir compte également au niveau de la sensibilité à l'urbanisation. On a une zone importante en termes de passé minier, donc autour de la minerie, hein, d'où son nom. Et donc ces zones peuvent être aussi importantes en termes de contraintes à l'urbanisation. On a des zones d'aléas d'inondation, des axes de ruissellement concentrés. On va dire que les zones d'aléas d'inondation, c'est une contrainte relativement mineure, mais elle est quand même présente au niveau du territoire communal.
Et on a quand même, au niveau de la qualité des eaux, on a quand même des risques de dégradation au niveau de la surface et au niveau souterrain, notamment les nitrates, agriculture, problème d'épuration. On a des rejets dans les cours d'eau. On a vu qu'il y avait pas mal de rejets dans les points noirs, inventoriés par le contrat rivière. Donc ça peut être une problématique importante. On a aussi, au niveau des points noirs, les déchets, les plantes invasives. Donc c'est des choses à surveiller concernant la qualité des cours d'eau. Maintenant, je me permets d'embrayer sur la thématique du milieu naturel. Et donc, il faut savoir qu'au niveau du territoire communal, il y a quand même un constat interpellant, c'est qu'il n'y a presque pas de zone classée, presque pas de zone Natura 2000, sachant qu'en moyenne, en Wallonie, on est proche des 10% de la superficie. Ici, à Herve, à Timistère-Clermont, excusez-moi, euh, il y a très peu de zones. Donc, en fait, en Natura 2000, c'est très simple, il n'y en a pas. Zone Natura 2000, il n'y en a pas. Les zones protégées type réserve naturelle, donc c'est les zones qui sont protégées en vertu de la loi de conservation de la nature, il n'y en a pas non plus. En revanche, le territoire compte un seul SGIB. Donc, un SGIB, c'est un site de grand intérêt biologique. Ce sont des sites qui sont peu protégés parce qu'il n'y a pas encore une réglementation très forte qui a été bloquée à ce niveau-là. Mais toujours est-il qu'on sait que c'est des sites qui ont été inventoriés, des sites sur lesquels les travaux sont quand même fortement réglementés. Et souvent, c'est des sites d'habitat sensible. Et donc, le sol ici, c'est le site du bocage de la Clouse. Et donc, il s'agit d'un beau réseau bocager le long de la Berruine. Bocager, ça veut dire un ensemble, un réseau de haies, de vieilles haies qui structurent, on va dire, les limites entre les différentes parcelles. Et donc, voilà, c'est la seule zone inventoriée, préservée au niveau du territoire communal. Donc, c'est quand même un constat assez interpellant. Au niveau des arbres et remarquables, 48 arbres, c'est pas énorme. 20 haies remarquables, c'est très 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 peu pour une région bocagère, hein. Pour rappel, on est typiquement dans une zone bocagère, donc avec de nombreuses haies et des haies rustiques, des vieilles haies, des haies d'aubépine, pruneliers, qui ont une valeur patrimoniale importante, mais aussi pour la biodiversité, n'oublions pas. Et donc on a un réseau finalement de haies classées très 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 pauvre, hein. Ça ne veut pas dire le réseau de haies, ok? Ici, c'est les haies classées, répertoriées, protégées. Donc voilà, en termes de protection, on va dire que au niveau du territoire, c'est relativement faible. Par contre, je ne me suis pas limité à cela. J'ai voulu déjà esquisser un peu une amorce de ce qu'est le réseau écologique communal, hein. Normalement, un réseau écologique communal, ça se construit, ça s'inventorie. Généralement, quand on fait un plan communal de développement de la nature, on inventorie le réseau écologique communal pour déterminer des actions. Ici, il n'y a pas d'inventaire, il n'y a rien, il n'y a pas euh, de plan de développement de la nature. Donc, je me suis permis ici de rassembler les informations que j'avais sous la main pour avoir déjà une vision un peu plus importante du réseau écologique communal. Donc, j'ai repris les cours d'eau qui peuvent éventuellement être évidemment favorables au développement, à la structuration de ce réseau écologique communal. Oui, j'ai oublié de dire, le réseau écologique communal est structuré en zone centrale. C'est les zones où c'est avéré qu'il y a une nature, on va dire, une nature patrimoniale, une nature à conserver, des habitats rares. Et donc ça, c'est défini en zone centrale. Les zones de développement, c'est des zones où on a des habitats intéressants, mais ils sont souvent le compromis avec une gestion humaine. Donc ça, ce sont les zones de développement. Et les éléments de liaison, ben, c'est tout ce qui est plutôt pour permettre le déplacement des espèces au sein du réseau. Donc typiquement, les haies, arbres, les petits bosquets, les zones de route en fauchage tardif, le bord de route. Les mesures agro-environnementales peuvent être des zones qui permettent la circulation des espèces. Donc voilà un peu. Ici, j'ai pris dans cette carte l'ensemble de ces éléments-là. Au niveau des zones de développement, ben, j'ai pris des zones qui peuvent être potentiellement favorables à la biodiversité, notamment les zones forestières. Il y en a peu, hein. À l'est de la minerie, notamment, c'est la plus grande. Des zones de plan d'eau, il y en a peu aussi. Donc voilà, j'ai pris un peu des choses présentes au niveau de la cartographie officielle et sur lesquelles j'ai pu déjà me baser pour avoir une carte un peu plus étoffée. Alors vous allez me dire, ici le réseau des haies est beaucoup plus important, mais oui, parce que j'ai intégré en fait l'ensemble des haies qui a été cartographié, pas l'ensemble des haies du territoire, mais déjà une grande partie des haies d'intérêt qui étaient cartographiées par le GAL Pays de Herve, le groupe d'action locale. Donc c'est également, on va dire, un support intéressant pour parler des éléments de liaison euh, du territoire communal. Ils ont d'ailleurs intégré également les arbres têtards, les vergers, les mares. Donc voilà, tout ça apparaît ici sur la carte. Au niveau des espèces invasives, donc là je me suis basé sur des données obtenues au SPOE, hein, le DEMNA. Euh, et donc ici on voit que au niveau des espèces invasives, donc j'ai fait un peu ici, surtout, j'ai fait un mix de la flore invasive et de la faune invasive. On voit que c'est surtout au niveau de la flore qu'on peut avoir un souci. Donc, j'ai pris les espèces les plus représentées au niveau du territoire communal et on retrouve que la balsamine de l'Himalaya est clairement une des espèces ici phares au niveau de la Berwyn et au niveau du ruisseau Craoué aussi. Donc, on voit que là, il y a clairement on va dire une problématique avérée à ce niveau-là. Alors,
Évidemment, c'est pas parce qu'au niveau classement, réserve, au niveau protection, qu'il n'y a pas grand-chose sur le territoire du PDF, que la commune n'est pas dynamique à ce niveau-là. Effectivement, on se rend compte que la commune fait quand même un certain travail au niveau de de la promotion de la biodiversité. Là, j'ai repris les initiatives communales depuis 2021, qui est l'année où a été mis en place un nouveau régime de subsides de la région wallonne, c'est le subside biodiversité, qui, via des fiches, l'introduction de fiches permet vraiment des actions ciblées pour la promotion de la biodiversité. Et donc, on voit que systématiquement, la semaine de l'arbre est organisée au niveau communal. On a également des activités de végétalisation, notamment la végétalisation du cimetière de Clermont, des formations à destination du personnel communal, l'achat de semences indigènes, le, voilà, la valorisation d'un chemin au niveau de Craouéval de la Berwyn. Et donc ici, c'est sensibilisation de la population. Donc on voit qu'il y a plusieurs projets déjà réalisés. Il y a au niveau du droit de tirage, donc ça c'est un droit au niveau de la région qui permettent des subsides pour la plantation de végétation indigène. Là il y a deux projets, notamment la végétalisation du centre du village de Timistère et la végétalisation de la parcelle du chêne Ré à Bève. Et on a également la réalisation d'un sentier au naturel avec les 3 et 4e primaires de l'école d'Elsaut. Donc l'idée ici c'était de remettre en état un chemin qui relie le village d'Elsault et la chaussée Charlemagne. Donc vous voyez qu'il y a quand même certaines choses qui sont faites au niveau communal. Alors, pour terminer ici cette vidéo, une synthèse un peu des éléments marquants au niveau du milieu naturel, c'est qu'on a encore un réseau bocager bien présent au niveau des potentialités, ça c'est l'inventaire du GAL qui nous le dit. On a l'inventaire des haies et d'autres éléments importants du maillage écologique qui est réalisé par le GAL, donc ça c'est intéressant à valoriser, affiner. On peut l'utiliser également pour déboucher vers une nouvelle classification, ça peut être très intéressant. On a un réseau hydrographique relativement dense qui peut servir de trame et de structure au réseau écologique. On en avait déjà parlé au chapitre concernant le milieu naturel. Et on a également, en termes de contraintes importantes, la présence d'espèces invasives. Et donc là, c'est important également à relever parce que ça peut créer vraiment une banalisation du milieu le long des cours d'eau. Une banalisation, ça veut dire qu'il y ait systématiquement les mêmes espèces, parce que ces espèces invasives vont prendre une place importante sur le réseau et vont étouffer, on va dire, la biodiversité indigène. Et donc, les besoins auxquels répondre, euh, à ce stade-ci, on dirait ben, préserver évidemment les spécificités naturelles du territoire. Donc, il y a la lutte contre l'urbanisation croissante qui fragmente les habitats écologiques. Donc, ça, c'est quelque chose va falloir encadrer au mieux. C'est pour ça que le SDC est là aussi. Encadrer les pratiques agricoles qui peuvent parfois nuire à la qualité écologique, hein, les pesticides, l'utilisation trop importante d'engrais. Euh, la préservation et la valorisation des éléments du maillage déjà présents, donc ce qui est bocage, cours d'eau. Donc ça, c'est important évidemment de préserver ce qui existe. Et pourquoi pas en implanter de nouveaux si on se rend compte que ça manque en termes de maillage, de haies, de bosquets, etc. Ben pourquoi ne pas implanter de nouveaux éléments? Donc évidemment, ici, et particulièrement donc, pour la commune, c'est définir de nouvelles zones à protéger, de manière à les intégrer au réseau écologique et les connecter. Et donc là, la réalisation d'un plan communal de développement nature via une fiche biodiversité. Par exemple, la réalisation d'un réseau écologique à l'échelle communale. Donc on pourrait se baser sur la petite carte que j'ai déjà réalisée, mais l'étoffer et vraiment via des inventaires de terrain plus poussés, venir définir une réelle trame écologique. Et donc ça pourrait être une première étape vers la préservation davantage de zones, hein, visant à mieux connaître le territoire communal à ce niveau-là. Et évidemment, la lutte contre la présence d'espèces invasives, on en a déjà parlé juste avant au niveau des cours d'eau. Et de manière générale, mieux protéger le réseau bocager et le réseau écologique, notamment d'un point de vue légal. Et donc ça va passer par ce fameux plan communal de développement nature ou au moins la réalisation d'une structure écologique communale qui va permettre de mettre en évidence les zones les plus sensibles et de les protéger. Voilà, merci beaucoup pour votre attention pour cette vidéo et à bientôt.